à Israël. Et puis moi-même, je lirai la dernière déclaration de la présidente de France-Palestine Solidarité. Auparavant, j'aimerais bien donner juste quelques indications sur la situation. Et si quelqu'un pouvait me tenir mes papelards, merci. Je profite de l'éclaircie, donc je me dépêche. Oui, ça menace derrière moi apparemment. Bon voilà, alors je commence, c'est en fait quelques nouvelles internationales et de Palestine avant les deux lectures. Les États-Unis ont opposé le 20 février un veto à un projet de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Gaza. 13 États ont voté en faveur de l'initiative algérienne, tandis que le Royaume-Uni s'est abstenu. C'est la troisième fois que Washington exerce son droit de veto au Conseil de sécurité au cours des 4 derniers mois, afin de prolonger la campagne militaire d'Israël à Gaza, dont la Cour internationale de justice a estimé, dans un arrêt provisoire, qu'elle pouvait vraisemblablement constituer un génocide. L'Assemblée générale des Nations unies a voté à 2 reprises à une large majorité en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza. Ces résolutions, adoptées, ne sont pas juridiquement contraignantes, mais elles témoignent du soutien mondial écrasant en faveur d'un cessez-le-feu et de l'isolement des États-Unis qui sont largement considérés comme un partenaire à part entière de la mort et de la destruction à Gaza. Autre nouvelle, selon les agences de l'ONU, les denrées alimentaires et l'eau potable sont devenues extrêmement rares à Gaza. 90% des jeunes enfants y souffrent de maladies infectieuses. La bande de Gaza est sur le point d'assister à une explosion du nombre de décès évitables d'enfants, a déclaré Ted Shaiban, responsable adjoint de l'action humanitaire à l'UNICEF. Alors que l'ONU s'alarme du risque de famine dans la bande de Gaza, des civils israéliens se réunissent depuis fin janvier à la frontière entre l'Égypte et Israël afin d'empêcher les vivres, les médicaments et le carburant d'entrer dans la bande de Gaza, selon l'agence de presse Middle East Eye. Aujourd'hui, c'est donc le 24 février, le 141e jour de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza et la Cisjordanie. L'armée israélienne continue depuis plus de 4 mois ses bombardements meurtriers sur toute la bande de Gaza et s'apprête à lancer une offensive terrestre de grande envergure sur Rafah, au sud, où s'entassent près de 1 400 000 réfugiés sur 10 km². Ils survivent dans des conditions inhumaines, manquant d'eau, de nourriture, d'abri, d'hygiène et de soins, survivant pour beaucoup dans des tentes. Si environ 30 000 Gazaouis ont été tués et plus de 70 000 blessés sous les bombes et les balles de sniper, combien sont morts des conséquences de cette guerre? Les hôpitaux ne fonctionnent quasiment plus et les blessés sont triés en fonction de leur espérance de vie. Ceux qui sont trop grièvement touchés sont abandonnés à leur sort. Les malades chroniques, dialysés, diabétiques, cancéreux, etc. ne peuvent plus être pris en charge et meurent. Certains médecins considèrent qu'il faut multiplier le nombre de morts par 3 ou 4. Je laisse la parole à Christian maintenant. Bien. Je vais vous lire une lettre envoyée par Jean-Claude Samouillet, qui est le président d'Amnesty International France, au président Macron, donc c'était le 20 février.
Monsieur le Président, depuis le 7 octobre 2023, jour où le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens ont commis des crimes abominables auxquels les autorités israéliennes ont répondu de façon proportionnée, la question de l'arrêt des livraisons d'armes, de pièces détachées et de munitions à Israël, mais aussi au Hamas et autres groupes armés palestiniens, est régulièrement soulevée. Et au fur et à mesure que le bilan humain s'alourdit, elle prend de plus en plus d'importance et revêt un caractère d'urgence. Interrogé par Mediapart, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a précisé le 24 janvier 2024 que la France exportait des équipements militaires à Israël afin de lui permettre d'assurer sa défense, comme l'article 51 de la Charte des Nations Unies lui en donne le droit, sans pour autant préciser la nature de ces transferts, ni si ceux-ci étaient encore en cours après le 7 octobre 2023. Quand bien même cette logique du droit à la légitime défense doit s'exprimer, dans le respect des règles fondamentales des lois de guerre, ce qui n'est clairement pas le cas aujourd'hui. 2 jours plus tard, le 26 janvier, un arrêt de la Cour internationale de justice, donc la CIJ, est venu poster par extension et de façon plus accrue, est venu poser par extension et de façon encore plus accrue cette question des transferts d'armes et de matériel de guerre à Israël par tous les États, dont la France. La CIJ a en effet ordonné à Israël, à titre de mesure conservatoire, de s'abstenir de commettre des actes entrant dans le champ d'application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Par cette décision, et au regard du désastre humanitaire qui prévaut actuellement dans la bande de Gaza, tous les États, y compris ceux qui ont critiqué le dépôt de plainte pour génocide de l'Afrique du Sud ou s'y sont opposés, ont clairement l'obligation de veiller à l'application de ces mesures. Cela passe par un appel à un cessez-le-feu durable qu'Amnesty International réitère depuis des mois, mais aussi par un arrêt des livraisons d'armes et de matériel de guerre à Israël. En tant qu'État partie de la Convention sur le génocide, la France doit respecter un devoir de prévention du génocide. Cela implique notamment de ne pas fournir à Israël de moyens lui permettant de commettre des actes entrant dans le cadre d'un risque de génocide. Plusieurs États ou administrations régionales, donc l'Espagne, l'Italie, la Wallonie en Belgique, ont déjà pris des mesures visant à restreindre ou à suspendre temporairement l'octroi de licences d'exportation et la poursuite des livraisons. Dans le secteur privé, le groupe japonais Hitoshi a également déclaré vouloir cesser sa coopération avec la société d'armement israélienne Elbit Systems, faisant suite à l'arrêt de la CIJ. Donc la question posée par Joseph Borrell, qui est le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, qui dit « Si vous pensez que trop de gens sont tués, peut-être devriez-vous fournir moins d'armes. N'est-ce pas logique ?» dit-il, en évoquant la position ambiguë du président des États-Unis et alors que les risques de génocide s'accentuent dans la bande de Gaza. Monsieur le Président, le lendemain, vous avez indiqué au Premier ministre israélien que le bilan humain et la situation humanitaire étaient intolérables et que les opérations israéliennes devaient cesser. Peu auparavant, la diplomatie française rappelait que la France est profondément attachée au respect du droit international et réaffirme sa confiance et son soutien à la CIJ. Monsieur le Président, afin d'agir en cohérence, la France doit respecter ses engagements internationaux, qu'il s'agisse de la Convention sur le génocide, donc qui date de 1948, ou encore du traité sur le commerce des armes, 2014. Et peu importe que les exportations d'armes françaises à destination d'Israël soient très résiduelles, entre guillemets, comme l'a affirmé le 14 février le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, lors de son audition au Parlement, sans apporter la moindre précision et contribuant ainsi à l'opacité française en matière de vente d'armes maintes fois dénoncée.
la transparence française est si lacunaire que ce n'est qu'en juin 2024 que la représentation nationale et la société civile seront informées de potentielles livraisons de la France à Israël. Or, au terme du traité sur le commerce des armes auquel la France est partie, aucun État ne peut vendre d'armes à un autre État si la connaissance que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité ou d'autres crimes de guerre. À cet égard, aux États-Unis, aux Pays-Bas, la justice vient d'ordonner que le gouvernement cesse les transferts de pièces et composants pour les avions de chasse F-35 israéliens en raison du risque clair qu'ils soient utilisés dans la commission de violations graves du droit international humanitaire, en fondant, là encore en partie, son argumentaire sur l'arrêt de la CIJ. Dans ces circonstances terribles, la France ne peut pas à la fois adhérer aux décisions de la CIJ tout en continuant à armer ceux à qui la Cour a ordonné de tout faire pour prévenir le génocide contre les Palestiniens de la bande de Gaza. Nous demandons donc à votre gouvernement, donc le gouvernement français, d'agir immédiatement en mettant fin aux exportations d'armes et de matériel de guerre, ainsi qu'à la délivrance ou au renouvellement de licences d'exportation de ces derniers vers Israël. Dans un passé récent, la France a pris des mesures restrictives à l'encontre de la Russie, donc en 2014, et de la Turquie en 2019. La France se doit d'être cohérente. Il n'y a aucune raison pour qu'une politique similaire ne puisse pas ou ne doive pas être mise en œuvre à l'égard d'Israël. Il s'agit de s'assurer qu'aucun matériel de guerre, de quelque sorte que ce soit, puisse être utilisé pour commettre ou faciliter des crimes de droit international. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, la voix de la France compte. Une décision de cette nature, prise au plus haut niveau, pourrait permettre, in fine, d'éviter une escalade supplémentaire dans la violence et éviter l'irréparable. C'est presque fini. Si vous avez encore la patience, donc je vais lire la dernière déclaration de la présidente de l'association France-Palestine Solidarité. Un génocide, ça ne se regarde pas, ça se combat et ça s'arrête. La Cour internationale de justice met de nouveau l'oppression des Palestiniens sur le devant de l'actualité. À la demande de l'Assemblée générale des Nations unies, elle doit statuer sur la légalité de l'occupation prolongée du territoire palestinien par Israël. Fort opportunément, les auditions de la CIJ sont l'occasion de rappeler que tout n'a pas commencé le 7 octobre. Interroger la Cour sur la légalité de l'occupation israélienne, c'est déjà apporter un des éléments de réponse, puisqu'en droit, l'occupation d'un territoire ne peut être que temporaire. Après 57 années assorties de colonisation, de peuplement, de nettoyage ethnique, d'annexion, de négation de tous les droits fondamentaux du peuple palestinien, on n'est plus dans le temporaire, mais dans une annexion de facto. Cette semaine d'audition de la CIJ est l'occasion pour les Palestiniens de rappeler que cela fait plus de 100 ans que leur souveraineté sur leur terre a été niée par les puissances coloniales de l'époque qui se sont octroyé le pouvoir d'offrir en partage un territoire qui ne leur appartenait pas. Une négation qui dure encore aujourd'hui. L'occasion de rappeler que le blocus de la bande de Gaza, partie intégrante du territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, est une punition collective imposée par Israël aux Palestiniens depuis 17 ans, en violation du droit international.
L'occasion de rappeler que la puissance occupante a le devoir d'assurer la sécurité de la population vivant sur le territoire qu'elle occupe. Devoir qu'Israël foule aux pieds depuis 57 ans, puisque ce qui caractérise cette occupation, c'est sa violence, les mesures de répression constantes, les agressions, les assassinats, les emprisonnements arbitraires, le soutien aux colons dans les violences qu'ils exercent en toute impunité à l'encontre des Palestiniens vivant sous occupation militaire. Une occupation militaire que le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, semble ignorer, puisqu'il n'en prononce jamais le nom. L'occasion aussi de rappeler qu'Israël a mis en place, afin de faire aboutir son projet colonial, un régime de domination et d'oppression à l'encontre du peuple palestinien dans son ensemble. Un régime qui correspond en tout point à la définition en droit du crime d'apartheid. Et bien sûr, l'occasion de replonger au cœur de l'actualité brûlante, celle du génocide en cours dans la bande de Gaza. Un génocide rendu possible par l'invisibilisation et la déshumanisation des Palestiniens, par la négation de leurs droits et de leur existence en tant que peuple, par l'instauration de ce régime d'apartheid. Un génocide rendu possible par l'impunité que les grandes puissances offrent à Israël depuis des décennies. En toute logique, de crime de guerre en crime contre l'humanité, Israël a glissé, sans jamais en être empêché, vers le crime de génocide. Le 26 février, cela fera un mois que la CIJ aura ordonné à Israël d'assurer la protection des civils à Gaza, de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer. Poursuite des bombardements et des déplacements forcés, Rafah menacée, famine, manque d'eau, impossibilité d'apporter des soins. Un mois que les États signataires de la Convention contre le risque de génocide, qui ont le devoir de tout faire pour l'empêcher et l'obligation d'appliquer les ordonnances de la CIJ, n'ont rien fait, se rendant complices du génocide en cours. Les sanctions à appliquer immédiatement à Israël ne manquent pourtant pas. Il suffit de se calquer sur ce qui a été fait contre la Russie. Pire, certains continuent de livrer des armes à Israël et deviennent des acteurs de ce génocide. Stéphane Séjourné, quant à lui, prétend ne pas savoir si la France livre des armes à Israël. Au-delà de l'arrêt immédiat de toute livraison d'armes, toute coopération militaire et sécuritaire avec Israël doit être stoppée. Pour l'Union européenne, il y a bien longtemps que l'accord d'association avec Israël aurait dû être